Donc bonjour à tous, bienvenue à ceux qui sont nouveaux. Jean-François, merci d'être venu. Sylvain, merci d'être venu. Donc bienvenue à cette sprint review numéro 26, qu'on a appelé celle qui n'a pas de titre, parce qu'en fait, je lui ai donné un titre, mais en fait, je ne vous avais pas consulté avant. Bon, on est dans la continuité du sprint précédent. Je vous rappelle qu'on fait des sprints courts maintenant. La dernière fois, on avait proposé une interface d'analyse des plateformes, un nouvel analogique. Et donc, ce sprint est consacré à la validation de cette interface. Donc, il a débuté le 7 septembre. Et donc, le 8 octobre. Voilà. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, je vais faire un petit point sur le travail courant, les analyses, les parseurs. Ça va être très rapide parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Et puis, quelques actions de communication. Je vais parler aussi du protocole de test de la nouvelle plateforme. On vous a proposé la dernière fois une nouvelle plateforme. Il y a encore fallait-il vérifier que ça correspondait à ce qu'on veut en faire. Donc, on a défini un petit protocole de test. Yannick nous parlera des évolutions. Il reviendra sur comment on se sert de l'applicatif. Donc, il nous fera une petite démonstration en repartant depuis le début. Sylvie nous parlera de l'étude qu'elle a réalisée, l'étude double-clic, étude très intéressante dans le sens qu'elle utilise une fonctionnalité qu'on avait mis en œuvre dans un précédent sprint et qui permet de faire un dédoublonnage par rapport au type, sans tenir compte du type de consultation et qui reflète en fait des différences de consultation selon la structure de la plateforme. C'est très intéressant. Et puis on terminera par la présentation de Sylvain Castagnos sur l'étude, une étude sur les systèmes de recommandation. Enfin, il l'expliquera mieux que moi. Pour faire court, j'ai mis étude système de recommandation. Voilà. Donc, le travail courant, les analyses, les parseurs, actions de communication. On n'a pas recensé plus de plateformes, on n'a pas développé de nouveaux parseurs parce qu'en plus Abdel est en vacances, donc il n'a pas consacré de temps, on n'a pas pu consacrer de temps à cette partie. Donc là, je vous ai remis notre petit graphe de suivi en fait d'évolution dans le Trello des états des plateformes. Donc on voit que ça n'a pas beaucoup bougé. Donc il y a quand même eu un travail du côté de la cellule statistique, un groupe statistique avec Sonia. Voilà, ça, il faut le savoir d'avant, parce qu'une fois que les paiements sont ouverts, c'est difficile de revenir en arrière. Donc la cellule statistique, le cellule portail a quand même travaillé a revu en fait pas mal de fiches Trello et d'analyse de plateforme. Non, en fait, après les gens dans le formulaire, ils choisissent ce qu'ils veulent, une journée, par 3 jours, indiquer la journée, tout ça, et le programme calcule le prix qu'ils devront donner suivant les qui sont cochés. Tu peux couper ton micro, Bruno, s'il te plaît? Oui. Non, c'est pas Bruno. Pas Bruno? On a jamais coupé la Désolé, je coupe la parole à tout le monde. À tout le monde et comme ça je la remettrai tout à l'heure. Voilà. Ce dont je voulais parler dans ce slide, c'était aussi du support utilisateur qu'on a fait. Donc c'est pour que ceux qui sont en ligne ou ceux qui sont en ligne, parce que là on n'est pas trop concernés, mais pour dire qu'on fait des sessions, on est prêt à faire des sessions WebEx d'accompagnement pour installer EasyParse en local dans les universités. C'est ce qui s'est passé pour l'école centrale de Lyon ou pour l'université de Limoges. Donc on les a aidés dans leur installation pour qu'ils puissent vraiment aller jusqu'à l'utilisation d'EasyParse et même jusqu'à la mise en place d'EasyVis à l'école centrale de Lyon.
Et donc là, c'est assez parlant, quoi. Quand on arrive jusqu'à EasyVis, les gens sont quand même assez intéressés. Université de Limoges, on n'a pas allé jusqu'à EasyVis, mais c'est tout comme. Prochain coup de fil. Voilà, prochain coup de fil, c'est bon. Des communications, donc je suis intervenu au FREDOC 2015. C'était un peu indirectement, c'était un retour d'expérience de l'immersion à l'Université de Lorraine, mais j'en ai profité pour parler d'EasyParse et de Bibliomap, et ça a fait toujours son petit effet. Donc j'ai eu pas mal de questions et de retours là-dessus. Donc voilà, ça sera traité dans le sprint qui va venir. On a préparé Internet librarienne qui va venir donc là le 21 octobre. On a préparé aussi le réseau national des bibliothèques de mathématiques pour lequel on ira faire une présentation le 18 novembre à Marseille. Et puis, on est en train aussi de voir de préparer un peu plus concrètement un futur Parsaton à Lille le 26 novembre. D'ailleurs, le formulaire d'inscription est en ligne. Oui. La communication est partie pour les listes et sur Twitter. Et puis, je referai un rappel d'ici une semaine pour ce Parsaton. À ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regarderont après, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Comme ça nous donnera une bonne idée de la quantité de gens qui sont intéressés et de comment on s'organise. Voilà, plus vous répondez tôt et mieux on pourra s'organiser. Voilà. Donc, le protocole de test de la nouvelle plateforme, rapidement. On a une machine de pré-production qui s'appelle, pour la petite histoire, vianalogist.intraprenis.fr, donc qui est hébergée à l'INIST, qui nous permet de mettre à disposition une URL. Donc là, je clique, voilà, c'est ce que vous montrera tout à l'heure Yannick. Parce que du coup, j'ai perdu ma présentation. Voilà. On est aussi en mode de test, d'intégration. On essaie de faire donc de l'intégration continue avec Docker. Hein. On a déjà expérimenté Docker pour EasyParse, on expérimenté Docker pour Mesure, on expérimente aussi Docker pour Analogist nouvelle génération. Ça se concrétise par un container Mongo et un container Analogist. C'est un peu technique, mais ça peut parler aux gens, aux exploitants en particulier. Et on lance tout ça avec du Docker Compose, ce qui fait que l'intégration continue, ça consiste à mettre à jour en fait cette instance toutes les nuits en allant rechercher auxquels les gens contribuent. Et donc, Analogist sera branché sur ce tableau de suivi Trello. Et donc, par rapport à cette instance de pré-production, il nous fallait une instance Trello de test. Donc, on a créé un Trello de test auquel Analogist, le nouvel Analogist est relié. Donc, je peux cliquer dessus pour le montrer. Donc, pour l'instant, on essaie de vider pour pas confondre. Avec on a besoin d'expérimenter en fait. Voilà. Je reviens là. Donc le Trello de test et puis un protocole de test. On a fait un appel aux testeurs que j'ai posté sur les listes de diffusion et pour un peu structurer les tests et puis nous permettre nous de réagir. On a fait une interface, enfin on a fait un formulaire pour tester l'interface
avec les liens qui vont bien et puis le moyen de nous remonter des éventuelles remarques ergonomiques ou problèmes de connexion. Et on a jusqu'à potentiellement une première tentative de rapatriement de ce qui existe sur l'ancien analogiste, le analogiste avec le wiki, vers cette nouvelle version analogiste qui est développée par Yannick. Donc, au fur et à mesure, donc toutes les réponses que vous pouvez fournir quand vous testez le formulaire, quand vous testez analogiste et que vous mettez ça dans le formulaire, sont enregistrées et Yannick les consulte très régulièrement et donc il peut intervenir rapidement et procéder au changement suite aux remarques ergonomiques ou aux remarques j'arrive pas à me connecter avec le Trello. Hein. En fait, c'est le principal point qu'on a pu améliorer au cours de ce sprint, c'est celui-là. Voilà. Je prends du temps encore là. Donc on a fait un appel aux testeurs et puis donc on a continué à gérer en fait les corrections via des issues GitHub. Hein, donc par rapport à notre gestion de comment on intègre les nouvelles tâches à faire et les remarques utilisateurs, Yannick utilise des issues GitHub. En fait, ça permet de faire un lien un peu plus fort entre ce qu'on a à faire et puis les interventions sur le code. Bon, c'est notre fonctionnement. On essaie d'évoluer dans le fonctionnement pour que ce soit plus fluide et qu'on ne laisse pas en route des choses. Voilà, donc là je passe la main à Yannick. Voilà, ça c'est les principaux points sur lesquels je vais travailler. Bien, donc on va donc maintenant montrer les évolutions depuis la dernière fois, depuis la dernière sprint review où on avait fait le produit minimal viable de l'application. Est-ce qu'elle marche là? Celui-là, elle marche, c'est cool. Donc, en résumé, le gros du travail qui a été fait ces dernières semaines, c'était une validation et surtout une adaptation de l'application par rapport au feedback qu'on a reçu, notamment via le formulaire que Denis vient de montrer. On a déjà eu pas mal de retours. Ensuite, on a achevé l'API REST, c'est-à-dire qu'il y avait des routes. Bon, ça c'est sur le plan technique, mais il y avait des routes REST qui manquaient, qu'on a rajoutées, qui ne sont pas forcément utilisées par l'application, mais qui peuvent servir. Ensuite, dans les nouvelles fonctionnalités, on peut maintenant créer des cartes pour les plateformes directement depuis l'interface d'Analogist sans aller sur le bord de Trello et créer la carte avec la description qui est normée, tout ça. Et on a un début de mise en œuvre de l'historique, c'est-à-dire que quand vous allez sauvegarder vos analyses sur Analogist, tous les X temps, il va y avoir une sauvegarde qui sera faite dans le fond, comment on dit déjà, en tâche de fond, voilà, qui pour le moment se fait juste en tâche de fond et bientôt il y aura la possibilité via l'interface de revenir à un état antérieur. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va vous montrer ça. Ce qu'on a, donc on va aller dessus, voici. Alors ce qu'on va faire, c'est que la dernière fois j'avais été un peu vite, donc on va se mettre dans la peau d'un utilisateur lambda qui veut créer une analyse et on va dérouler ça. Donc déjà, je suis un utilisateur lambda et je viens d'arriver là sur le site. Ça, j'aimerais bien voilà, je vais le mettre. Ah, voilà. Cool. Donc, je viens d'arriver sur le site. Première chose que je vais faire, bien sûr, c'est de me connecter en utilisant Trello. Alors, je suis connecté en tant que qui, là, en tant que Dominique Lejoudel. Ça ne me dérange pas.
Voilà, une fois que je suis connecté, j'ai donc accès à la modification. Alors, au passage, premier changement, la barre latérale qui prenait beaucoup de place et qui ne servait pas à grand chose a été supprimée. Et à la place, on se retrouve avec un petit menu qui se retrouve en haut à droite. Voilà. Qui contient pas grand chose, juste de quoi se connecter, se déconnecter et quelques liens notamment vers du coup le site réel analogiste, c'est-à-dire le site historique, voilà comme on pourrait dire, et vers le tableau Trello. Donc on remarque que actuellement sur la VI pré-prod, on a notre tableau, un tableau alternatif. Donc on peut faire ce qu'on veut dessus, c'est pas bien grave. Alors imaginons que je veux faire, on va prendre Science Direct, étant donné que on aime bien Science Direct. Alors du coup on va chercher ces... Dans les exemples? Ah oui, dans les exemples, oui, c'est toujours pratique. Donc on va chercher Science Direct et on voit qu'il n'existe pas. Oh tiens. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander à créer une plateforme. Donc voilà, donc ça s'appelle Science Direct pour le nom long. Son petit nom de code, ça va être SD. Au niveau de sa page d'accueil, bah, par exemple, on va pouvoir aller dessus. Hop, on va enlever le gate quand même. Voilà. Donc sa page d'accueil, c'est ça. Le lien GitHub n'existe pas encore parce qu'on n'a pas créé la plateforme. Mais si jamais on crée une carte pour une plateforme qui est déjà là, voilà. Je comprends. Et ensuite, on choisit la colonne dans Trello où on va mettre la carte. Bon, en général, ce sera dans la toute première plateforme à faire. Hop, on va sauvegarder ça. Et donc, on se retrouve avec notre carte qui a été créée, donc côté analogiste, et on peut vérifier qu'elle existe bien côté Trello. Alors, donc l'interface au niveau plateforme a été changée, et notamment, on a ce petit bouton là sur le côté qui donne accès notamment en fonction du contenu de la carte, en fonction des liens qui sont accessibles. Notamment là j'ai précisé la page d'accueil, donc on a un lien vers la page d'accueil et vers la carte Trello. Voilà. Donc on a un lien vers la page Trello. Donc avec voilà, la description faite selon la norme de ce qu'on attend. Voilà. Donc ce qui manque actuellement, c'est un lien de retour dans la carte Trello pour revenir directement ici sur Analogist. Ce sera fait, c'est prévu dans le programme. Est-ce qu'on a encore besoin de manipuler Trello avec Alors actuellement, il y a encore des besoins au niveau de Trello, notamment côté Analogist, on ne peut pas changer notamment la colonne. Là, on voit que c'est dans plateforme à faire ou à réviser. Okay. C'est pas encore dans l'immédiat, on peut pas le changer de colonne d'ici. Il faut aller sur Trello. Et on peut pas changer les labels. Et on peut pas mettre de commentaires sur les cartes Trello. Il faudra voir si les commentaires sont faits directement sur Analogist ou si on garde Trello. Donc voilà, il n'y a pas de contact. Tiens, ça aussi c'est à rajouter éventuellement. On a dû les créer. Bon, on verra bien. Voilà. Donc à partir d'ici, j'ai une carte Trello pour Science Direct. Alors je vais vouloir rajouter des URL d'analyse. Alors ce qu'on va faire, hop, on ajoute une URL. Voilà. Alors on va aller sur Science Direct. On est sur Science Direct. On va aller à un endroit. Je ne me suis pas mis sur le Gate Inist. On va trouver un truc en Open Access. Il doit y avoir, j'imagine. Voilà. Nous voilà sur une revue. Donc là, on est sur la table des matières. Donc, hop. Donc titre, on va dire, hop, table des matières d'une revue. Je ne sais plus si on dit tout sommaire, bon, peu importe. Donc on met notre URL. Table des matières. Ah oui, effectivement, c'est mieux en pluriel. Donc notre bouton démembré qui est toujours là pour le petit, voilà, c'est notre petite touche comique. Voilà.
Il y avait eu des propositions dont je ne me souviens plus, je les avais pas notées. Donc pour le moment, ça s'appelle encore démembré. On constatera aussi que si jamais vous recliquez sur démembrer alors qu'il y a déjà des choses qui sont faites ici, donc potentiellement des commentaires ajoutés, il ne va pas le faire, il va vous proposer attention, ça va tout remplacer, est-ce que vous voulez ou pas? Hop. Donc voilà, donc là en l'occurrence c'est un TOC, c'est une table des matières. Au niveau du format, ça va être du HTML il me semble. Hop. Oh. Ah, mais ouais. Donc on remarque dans le PAF, enfin que ici, on a un identifiant qui semble correspondre à un identifiant éditeur. Hop, donc on va dire que ça correspond à l'ID éditeur. Le journal ici, ça va dire comme ça signifie voilà, égal consultation un sommaire. Donc voilà, après on pourra mettre nos remarques ici. Bon, il n'y a pas pas beaucoup de remarques à faire. On va cliquer là, hop, on sauvegarde. Magnifique, c'est sauvegardé. Donc on va en rajouter une. Hop. Imaginons qu'on veut accéder au PDF de... Bon, ça a l'air d'être une préface. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais peu importe. Hop, voilà. Donc, consultation d'une préface. Hop, URL. Donc, a priori, la préface, c'était en PDF. Hop. Au niveau du type, ça correspond grosso modo à un abstract. Voilà. On va regarder dans nos identifiants. On a... Hop. Donc ici, on peut préciser que on sait qu'on a un ISSN. Donc, hop, après le S, on a un ISSN. Du coup, dans les identifiants, on peut lui dire j'ai un ISSN. Donc, ça correspond à Online ou Print Identifier. Et on lui donne la partie ici. Ensuite, par exemple, ceci, on peut dire que c'est inutile. Oh, pourquoi pas. Hein. Et le title ID, bon, faut voir où est-ce qu'il se trouve. Logiquement, ça doit correspondre à ceci. Ouais. Oups. Voilà. Hop, et on sauvegarde. Voilà. Donc voilà, on remarque ensuite, alors ça ce sera à voir à l'usage parce que j'ai pas eu encore beaucoup de retours, la possibilité d'avoir de trancher entre guillemets la vue en deux pour pouvoir notamment avoir deux analyses côte à côte. Alors ça c'est à voir à l'usage si ça se révèle pratique ou pas par rapport à l'ancienne interface où c'était une au-dessus de l'autre. Pour moi c'est super pratique. Voilà. C'est un peu déstabilisant. Oui, effectivement. Peut-être retrouver une meilleure façon de le présenter, effectivement, mais pour moi, je veux dire, reprendre une analyse existante et pouvoir avoir les deux côte à côte, c'est, je ne vais pas jusqu'à dire vital, mais c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, c'est, faut voir à l'usage, j'ai pas encore de retour là-dessus, mais voilà, j'en attends avec impatience. Donc voilà, après pour tout ce qui, c'est à peu près tout. Derrière, il m'a fait un historique, mais ça, je ne peux pas le montrer dans l'immédiat. Après, bah, la suppression ne se fait plus directement dans l'analyse ici, on l'a directement dans la liste, ce qui est déjà beaucoup plus pratique à faire. Par contre, il n'y a pas de demande pas de confirmation. Il ne demande pas de confirmation et c'est une bonne remarque, effectivement. D'ailleurs, je vais mettre ça tout de suite pour y penser. Merci. Dominique, t'as les trois, merci, voilà. Donc, confirm suppression. Hop, c'est donc
une... Voilà, enhancement. Merci pour la remarque. Donc c'est à peu près tout, je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Oui. Voilà. Du coup, est-ce que ça vaut le coup qu'on relance un appel sur Contribuous? Parce que je sais pas si vous avez découvert, je suis allé voir là tout à l'heure, toi tu avais reçu des réponses directement. Une réponse externe. Ah, ok. Je crois que ça donnait de la journée. Là, je crois qu'il s'est testé. Parce que moi j'ai fait tester 2 collègues qui avaient émis le souhait de relancer des analyses, du coup j'en ai profité, mais on n'a pas fait d'appel large, rien. Non, je n'ai pas fait un appel large parce que je voulais qu'avant on puisse être sûr des problèmes de créneau, membre, pas membre. Oui, effectivement. Le menu ici va être va sans doute subir quelques modifications encore. D'accord. Et notamment ce qui est en cours de réalisation, c'est lorsqu'on n'a pas les droits, avoir un bouton pour nous envoyer directement un mail avec de quoi rajouter dans la porte. Peut-être on peut attendre ça, et puis lancer une campagne de test plus large, rester en pré-prod pendant encore un petit moment, et lancer une campagne de test plus large. Alors, on verra au cours du sprint si c'est implémenté. Ouais. Ce que je voulais, c'était ça. On savait avant, en commençant, qu'il y avait des choses à régler au niveau de la connexion. On ne voulait pas non plus envoyer le message. Non, je pense que ça bien fait, parce que c'est vrai que c'est une interface qui est neuve, et du coup, il y a des trucs, même pour ceux qui ont l'habitude de faire des analyses, comme c'était le cas, il y a des trucs qui sont un peu dégoûtants, et ça demande un peu. Voilà, déjà, juste avec les retours qu'on a eus, qui étaient principalement en interne, il y a déjà énormément de choses qu'il a fallu changer. Hein, donc, je pense que c'est déjà beaucoup mieux que l'interface telle que je l'ai montrée dans la dernière sprint review. Pour voir sa franchise de la syntaxe au Qubity, c'est quand même très très précieux. Bravo pour ce travail. C'est vraiment. Ouais, j'ai dû rentrer une analyse comme ça rapidement, et c'est vrai que une fois qu'on est dedans, c'est très rapide, c'est très pratique. J'avais juste une petite question. Parce que là, tu synchronise ton interface avec Trello. Oui. Tu crées une plateforme, ça crée une carte. Est-ce que tu as la synchronisation inverse? C'est-à-dire si tu bouges ta carte d'une catégorie dans une autre, tu peux dans Trello, est-ce que ça modifie dans la plateforme? Alors, si, effectivement, ici, ce que je peux faire, et que je n'ai pas montré, bien vu, on peut trier les cartes par première lettre, mais aussi par statut. Statut, j'ai dit, merci. Donc là, on les voit dans les colonnes, justement. Ce qu'on peut faire, effectivement, c'est aller sur Trello, hop, passer la base textuelle, par exemple, dans la deuxième colonne. Elle est où la base textuelle? Elle est là. Hop, je vais voir mon bouton rafraîchissement et pourra passer là. La réponse est oui, mais je préfère le montrer directement. Et puis, toute la gérer, Donc, il manque la mise à jour, éventuellement de la description, c'est-à-dire des liens GitHub, des liens, des différents liens.
le changement de colonne et éventuellement le changement de label. Et avec ça, je crois qu'on peut déjà pas mal se passer par les commentaires. Oui. Donc, je vais limiter en faisant requête à la minute sur la BI. Pas que je sache. En fait, les requêtes, c'est... bon, pas que je sache. Non, on n'est pas dit. L'Ajax au niveau du minutes de rafraîchir. Oui, j'ai eu besoin de rafraîchir. Normalement, on a... Ah bah, il est apparu ici. Mais dans la liste des plateformes, j'ai l'impression que j'ai supprimé le bouton de rafraîchissement. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, il est parti. Ça rafraîchit tout ça. Ok. Donc là, je vais vous demander de garder vos questions pour la fin, Ah, éventuellement. Et comme ça, on va passer à la présentation de site. On pourra revenir un peu sur l'interface tout à l'heure. Ouais, on avance. Bien vu. Voilà, pour l'étude double-clic. Voilà, donc moi je vais vous parler d'une étude qu'on a appelée le double-clic et pour laquelle on a pris comme exemple la plateforme Science Direct. L'objectif de l'étude, donc, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, lors d'un précédent sprint, il a été une fonctionnalité qui a été créée dans EasyParse qui permet une autre sorte de dédoublonnage autre que communautaire. Donc, il ne tient pas compte du format du document, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte que ce soit un PDF ou un HTML. Pour rappel, l'algorithme counter, c'est si on clique 2 fois sur un même article en HTML en moins de 10 secondes, on ne compte qu'une seule consultation, et en moins de 30 secondes pour un article en PDF. Donc, nous voulons essayer de voir si la façon de faire de la plateforme impacte le nombre de consultations comptabilisées par rapport au nombre de consultations effectives d'articles. Alors là, par exemple, pour Science Direct, pour pouvoir visualiser le document en PDF, on devait obligatoirement passer par l'article en HTML, ce qui fait qu'on comptait 2 consultations. Donc, nous avons voulu voir ce que seraient les événements de consultation si on dédoublonnait sur une période de 10 secondes et de 30 secondes sans tenir compte donc, du format. Donc, la fonctionnalité d'EasyParse vous permet de dédoublonner sur une période donnée à partir du moment qu'il y a des éléments communs, c'est-à-dire qu'il y ait le même unique ID et le même identifiant de session. Donc là, vous avez un exemple de paramétrage des headers dans EasyParse pour lequel j'ai mis, là, c'est 10 secondes. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vous ai fait une représentation graphique de la plateforme Science Direct de janvier à juin 2015. On peut voir la différence entre le nombre de consultations counter, donc qui est en vert, le dédoublonnage mixte 10 secondes en violet et le dédoublonnage mixte 30 secondes en bleu. Donc on voit bien qu'il y a des différences. Concrètement, on peut voir qu'il y a entre 4 et 5% de consultations d'articles en moins que counter quand on dédoublonne sur une période de 10 secondes et entre 13 et 16% de moins que counter quand on dédoublonne sur une période de 30 secondes. Et puis là, vous avez les différences. Ici, je vous ai fait une représentation graphique, mais pour un seul titre, qui est Material Science and Engineering, toujours sur une période de 6 mois, de janvier à juin 2015, pour lequel j'ai rajouté les consultations des éditeurs. Donc en fait là, ce que je voulais vous montrer, c'était que l'algorithme counter utilisé dans EasyParse est pour ainsi dire identique au nombre de consultations des éditeurs. Donc voilà. On va continuer l'étude avec d'autres comparaisons counter et des dédoublonnages mixtes pour d'autres plateformes. Teacher, par exemple, ou d'autres. Si vous avez des préférences, n'hésitez pas à nous faire remonter les choix. C'est pas mal d'avoir justement pour comparaison une plateforme qui ne présente pas le genre de problème de direct ou de lecture. Justement, on aura une sorte de témoin, ça permet de voir la différence.
Là, on Le voit. problème pour Sciences Direct est connu depuis très longtemps. Nous, à l'UL, on applique dans les écoutes 2016. Alors c'est un pourcentage, non, on est plutôt à, là, c'est pour ça que je suis étonné, je m'attendais à des pourcentages d'attrition plus forts, 15%, moi je m'attendais à 30%. Mais Par rapport, si on compare à Springer, Wiley, etc., on est... alors, une remarque à ce sujet-là, c'est aussi parce que je crois que Science Direct, ils ont réagi. C'est-à-dire que la façon dont ils présentent les choses a un peu changé. Parce qu'il y a une époque, enfin, il y a plusieurs mois, c'était des onglets, en fait. Et donc, systématiquement, le contenu de tous les onglets était téléchargé, et donc en particulier aussi le HTML. Et donc, là, ils ont changé ça. Et donc, l'écart est moins important. Par contre, sur Nature, je crois que la plateforme a changé et il n'y avait pas ce cas-là. Et maintenant, sur Nature, on va pouvoir, enfin, c'est pour ça qu'on propose de faire l'étude sur Nature la prochaine fois, je pense qu'on va pouvoir mesurer une différence. Ça, faut voir aussi. En fait, effectivement, il y a peut-être que ça explique aussi que le pourcentage soit un petit peu plus faible, soit pas plus attend. C'est qu'effectivement, quand on fait une recherche sur Sciences Direct, normalement, je ne sais pas si c'était le cas avant, on a le choix entre PDF et HTML dans la liste de résultats. Pour ceux qui utilisent la recherche dans Sciences Direct. Par contre, quand on vient d'une plateforme haute, plateforme de Web Science ou avec un résolveur découverte, ça arrive sur la plateforme, ça continue d'arriver sur la plateforme. Nous, c'était très artisanal. Hein. On a vu en moyenne, c'était 15% le HTML du total pour Springer, Wiley, et on voyait que les écarts c'était beaucoup plus élevé. Donc on a aligné dans le stat. Mais ça sera, voilà, ce sera plus intéressant d'utiliser ces outils-là. Voilà. Prochaine étape, je pense que ce sera en Nature. Parce que là, du coup, les calculs que vous avez faits sur Sciences Direct, c'est pour quelle période? C'est pour une période très récente? C'est janvier à juin 2015. Ah, janvier à juin. Et du coup, ils auraient changé leur façon ils récupéreraient les onglets maintenant. Alors moi, c'est le souvenir que j'en ai, hein. Mais je ne suis pas sur Science Direct tous les jours. On pourrait peut-être faire même les mêmes calculs sur l'engagement 2013. Ah bah peut-être. Peut-être en faire rétrospectivement. Ça permettrait de déterminer. Donc voilà, après, c'est une idée qu'on n'avait pas explorée. C'est très bien. C'est la première fois qu'on fait une question-là. On pourrait donner à l'article, à la consultation. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la présentation de Sylvain. Qu'elle continue. Bonjour à tous. J'ai repris le petit astérisque qu'on m'a imposé le titre, donc je suis conforme au cahier des charges, études du système d'information. Je vais commencer par présenter peut-être un peu la thématique de notre équipe pour expliquer un peu le contexte et pourquoi je présente quelque chose aujourd'hui. Donc Laurent, Thomas, Dominique, Stéphane sont venus nous contacter il y a quelques temps de ça. Nous, c'est l'équipe Kiwi au Lauréat. Sachant qu'on travaille dans le domaine des assistants intelligents et des systèmes de recommandation. Alors ce modèle, ça comprend 3 grandes étapes qui sont l'analyse des traces laissées par les utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec un service ou un système informatique. Donc ça peut tout à fait être des logs comme c'est le cas dans les ITARS. Et dans l'objectif de modéliser soit leurs préférences, soit leur comportement, en tout cas essayer de comprendre ce qu'ils recherchent sur les différentes plateformes et de pouvoir les assister au mieux. Donc la deuxième étape, c'est exploiter les modèles qui sont construits pour pouvoir produire soit des recommandations, soit des diagnostics dans certains domaines. Et puis après, c'est d'essayer de proposer le meilleur processus d'interaction, le meilleur mode d'interaction, puisque il y a des études qui montrent que c'est pas parce qu'on est capable de faire la meilleure recommandation possible qu'elle doit forcément être acceptée par l'individu. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, donc des facteurs humains à prendre en compte. On travaille sur pas mal de domaines applicatifs, que ce soit les plateformes documentaires, le e-commerce, l'éducation, la e-santé, les réseaux sociaux, etc.
Plus précisément, donc nous, on a commencé à travailler sur la capacité, suite au projet EasyParse, à essayer d'aller un peu plus loin, donc d'aller au-delà de la simple connaissance des usages de la documentation numérique, mais d'essayer de voir si on ne pourrait pas exploiter toutes ces traces pour faire de la recommandation, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs finaux, potentiellement, d'accéder à des ressources qui sont susceptibles de les intéresser et qu'ils n'auraient pas forcément consulté spontanément, ou en tout cas d'avoir un comportement proactif sur cette plateforme-là et de faire émerger des tendances, détecter éventuellement des signaux faibles. Donc pour ça, on a commencé par récupérer un mois de traces sous forme de log produits par EasyParse pour voir ce qu'on pouvait en tirer avec 3 objectifs derrière, donc ce qui est la recommandation, ce que j'ai mentionné, avec essentiellement la possibilité de produire un moteur de suggestion, alors que ce soit des revues ou au niveau des articles ou éventuellement d'auteurs annexes, et de voir si on ne pourrait pas implanter ce genre de moteur-là dans un portail documentaire, donc tel que celui du CNRS. J'ai repris l'intitulé du document de travail qu'on avait pris. Je ne sais pas s'il existe d'autres portails en préparation ou pas. Un deuxième objectif, ce serait d'être capable de connaître les utilisateurs de ces portails-là, d'essayer d'avoir par exemple une cartographie qui nous permettrait de voir comment les usages évoluent, quelles sont les proximités thématiques, les proximités en termes de recherche, en termes d'intérêt. Et puis enfin, donc ça, ce serait plutôt un outil à destination des gestionnaires de ressources pour être capable de mettre en avant telle ou telle ressource. Et puis également être capable d'assister les utilisateurs dans leur recherche, donc proposer potentiellement une manière d'explorer les catalogues qui sont un peu différentes et qui justement exploitent cette cartographie qu'on pourrait imaginer, sachant qu'après il y a des contraintes légales qui vont se poser, qu'est-ce qu'on a le droit d'afficher au grand public ou pas, notamment par rapport à la CNIL. Donc on a commencé par récupérer ce corpus et analyser pour voir ce qu'on pouvait en tirer et quelles étaient les grandes familles de systèmes de recommandation qui étaient applicables. J'ai oublié de préciser que ce travail-là, ça a fait l'objet d'un stage, donc c'était le stage de Chloé Didier-Jean qui était en M1 sciences cognitives et qui maintenant qui fait son master 2. Ces 2 chiffres-là, donc je pense qu'elle l'avait tiré du corpus de l'INIST, ce serait à vérifier, mais en tout cas il y avait dans le fichier qu'on nous avait fourni, qui était au format CSV, il y avait environ 1500 utilisateurs, il y avait donc plus de 700 000 lignes de logs, et tous ces logs-là étaient espacés, c'était sur une fenêtre temporelle d'1 mois. On a voulu regarder quels étaient les champs qui étaient remplis ou non, donc là on voyait le pourcentage de cellules pleines, on voit qu'il y avait des champs où on avait assez peu d'informations. Donc au début, on a été inquiet sur le fait de pouvoir ou non identifier formellement les identifiants des ressources, donc les DOI, les ISSN, etc. Il semblerait qu'il y ait des problèmes qui étaient corrigés, donc il y aura maintenant beaucoup plus d'informations dans les futurs corpus qu'on pourra récupérer. Donc ça, c'est le premier point important, c'est de savoir si on peut identifier de manière unique les consultations de ressources. L'autre question qui était importante pour nous, c'était de savoir si on était capable également d'identifier formellement les utilisateurs, puisque notre objectif c'est d'observer les usages de chaque individu, de voir ce que chaque utilisateur consulte, dans quel ordre, ce qu'il a aimé ou pas aimé éventuellement, et voir après ce qu'on peut en tirer en termes de modélisation de préférence. Donc on a de la même manière essayé de voir si on pouvait, si les identifiants qui étaient fournis dans le corpus correspondaient a priori à des utilisateurs uniques ou pas. Donc, dans les logins qui contenaient la chaîne UMR, a priori c'était un code laboratoire. Vous pouvez vérifier s'il y avait plusieurs adresses IP derrière, parce que s'il n'y en a qu'une seule, ça veut dire que potentiellement il y a un proxy et que donc on n'est pas capable de distinguer les utilisateurs d'un même laboratoire. Donc il y a 57% de cas où il y a des adresses IP différentes, ce qui voudrait dire qu'on pourrait, en faisant une clé login avec une chaîne caractère UMR et adresse IP, donc ça serait une clé primaires qui correspondent a priori à des individus uniques, puisque nos utilisateurs ici ne sont pas authentifiés. On a également pas mal de cas où on a des adresses mail personnelles. Donc là aussi, ça nous permet d'identifier de manière unique un individu a priori, sachant que certaines fois, il y avait des adresses email qui correspondent à plusieurs adresses IP, mais c'est pas forcément étonnant, parce qu'on peut imaginer que des gens travaillent chez eux ou travaillent. Donc on ne pourra pas forcément traquer tous les utilisateurs, mais en tout cas on peut estimer qu'il y en a certains où on sera capable de dire que ça correspond à un seul individu a priori, et non pas à un laboratoire. Il faudra être capable automatiquement par la suite d'être capable de distinguer ces différents cas et pas chercher à faire de la recommandation à l'échelle d'un laboratoire.
Les autres difficultés qu'on a pu constater, c'est qu'il faut savoir que dans la recommandation, il existe deux grandes familles. Filtrage collaboratif qui consiste à prendre des votes des utilisateurs et essayer de faire des calculs de similarité entre deux utilisateurs 2 à 2, constituer de cette manière-là des communautés de préférence et ensuite exploiter les connaissances d'une communauté pour fournir des recommandations. Donc là, le problème, c'est qu'on n'avait pas de vote. Les utilisateurs ne mettent pas des votes, par exemple, sur une échelle de 1 à 5 sur les ressources, donc le filtrage collaboratif n'est pas adapté. Et de la même manière, le filtrage par contenu qui consiste à regarder le contenu des différents documents consultés pour extraire les mots-clés pertinents et faire des rapprochements à base de contenu était difficile aussi, puisqu'on nous expliquait que ces plateformes, soit les Evir, Springer ou autres, appliquent des filtres et qu'on ne peut pas faire du parsing automatique pour récupérer le contenu des ressources. Donc ça, apparemment, d'après la dernière réunion qu'on a eue en septembre, ça va peut-être changer, puisqu'il y a maintenant des API qui existent pour récupérer des métadonnées, donc on pourra peut-être étudier de manière complémentaire ces approches. Du coup, l'approche qui a été retenue, c'est plutôt l'approche par graphe. On essaye de relier, alors on a deux modes de représentation, soit dans le graphe, chaque nœud correspond à un utilisateur et on relie les utilisateurs par des arêtes dès lors qu'il y a des consultations en commun, donc une même ressource qui est consultée. Bien évidemment, après, on peut accentuer, pondérer chaque lien en fonction du nombre de consultations similaires. Donc là, vous voyez un exemple où on a des traits un peu plus prononcés dès lors qu'il y a plus de consultations. On pourrait avoir la représentation inverse où les nœuds correspondent à des ressources ou à des articles ou à des revues et on les relie dès lors qu'il y a des utilisateurs qui les consultent en commun. Et à partir de ça, on peut être capable d'identifier ce qu'on appelle les leaders ou les mentors et de faire de la recommandation à partir de la co-consultation. On a déjà des travaux là-dessus, j'ai mis une référence qui date de 2011, où on arrivait à quasiment des performances similaires en termes de qualité de recommandation par rapport à un cas où on a des votes, c'est-à-dire que là on sait juste s'ils ont consulté ou pas, mais on ne sait pas s'ils ont aimé la ressource ou pas, et on arrive malgré ça, en exploitant ce genre de graphe, à avoir une assez bonne qualité de recommandation. Donc on va envisager à court terme de pouvoir déjà déployer ce genre de solution pour la recommandation. Et on voit que derrière, il y a l'idée aussi, des points numéro 2 et 3, qui était donc la capacité à produire une cartographie. Alors j'ai mis cartographie multi-échelle et multidimension, puisque de manière orthogonale à la représentation que j'ai expliquée tout à l'heure, on peut rajouter des codes couleurs, par exemple, pour en fonction de la section CNU des utilisateurs, en fonction de la localisation, etc. Donc on pourrait imaginer proposer des modifications de représentation, donc laisser l'utilisateur la possibilité de modifier la représentation en fonction de ce qui l'intéresse. S'il veut voir les gens qui sont proches de lui géographiquement ou proches thématiquement, on peut après imaginer que le graphe bouge dynamiquement et que les points s'agrègent en fonction des critères qui sont importants pour nous. L'autre aspect, c'est l'aspect multi-échelle. Là, on a un très petit nombre d'utilisateurs ou de documents. Évidemment qu'à l'échelle des EasyParse, ça va être énorme, et donc il va falloir être capable d'avoir une représentation, on va dire, en fonction de la granularité de l'affichage. Est-ce qu'on représente toute la communauté francophone ou internationale ou ancienne ou juste spécifique à l'informatique, etc. Et en fonction du niveau de granularité, être capable de décider quelles sont les informations qu'on va afficher dans le graphe, parce que si on affiche tout, ça va juste être complètement inintelligible. Donc voilà, tout ça c'est des vrais champs de recherche, hein, aussi bien en termes d'IHM, comment on représente ça graphiquement et efficacement, et comment on exploite ces données pour faire de la recommandation. Les suites à donner à ça, on envisage de soumettre une ANR. Le processus de l'ANR, c'est donc d'envoyer dans un premier temps une pré-proposition, donc c'est un document de 5 pages qu'on doit soumettre pour le 15 octobre. On a identifié qu'on s'inscrivait dans le cadre du défi sociétal numéro 7, donc Société de l'information et de la communication, et plus particulièrement l'axe 5, données, connaissances et données massives. On n'a pas encore de titre pour l'ANR, si vous avez des idées, on est preneur. Et pour le moment, dans les besoins qu'on a identifiés pour ce projet-là, il y aurait donc un doctorant côté lauréat, probablement un ingénieur, alors je ne sais pas si ce serait à l'INIST, CNRS, enfin ça c'est à discuter, éventuellement des ordinateurs ou des frais de mission, donc ça peut tout à fait bouger, c'est encore en pleine phase de maturation, donc les remarques sont les bienvenues. Et voilà, l'objectif c'est d'essayer de voir si on peut produire un prolongement au projet EasyParse et mettre l'accent sur la recommandation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Une question, en fait, l'étude a été faite finalement sur les données UL, sur les données UNIS, les dispositifs UL, UNIS, qui est dans les échantillons également. Alors, côté UL, on a les machines possibles par l'utilisateur, qui sont en fait d'accord. Je ne sais pas en fait, pourquoi Chloé n'a pas pu utiliser ces données, en fait, j'ai eu retour là-dessus. Pourquoi les chiffres qui sont donnés ne font qu'à partir des données UNIS. On a fait un programme Java, donc on peut extraire le même type d'informations sur les données
que tu nous avais fourni. Évidemment que si on a l'identifiant, en gros, le premier test c'était de vérifier, on avait plein de données dans le fichier, on voulait savoir ce qui était possible, donc c'était juste une première extraction. Parce que là, on a vraiment une granularité possible à l'utilisateur. Hein. Oui, tout à fait. Clairement, donc ça, ce ne sera pas un souci. Après, peu importe les données, vu que c'est les mêmes formats, de toute façon, après, même si les formats sont différents, c'est juste un parseur en entrée à injecter. Mais oui, c'est du moment qu'on a, nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir des identifiants d'utilisateurs, des identifiants d'items. Une fois qu'on a ça, c'est le minimum vital et on peut commencer à faire des choses. Après, plus on a d'informations, mieux c'est. Donc si on avait eu des votes, si on avait eu du contenu sur les items, c'était possible. Dans l'immédiat, on fonctionne à minima en supposant qu'on n'a que les consultations. Ce qui veut dire qu'on pourra déjà produire des recommandations. Si par-dessus, en cours de route, il y a des informations supplémentaires dont on peut disposer, on pourra faire des filtres hybrides pour essayer d'améliorer l'utilité de la correction. Surtout que c'est pas sous le contrôle d'un François, donc c'est vraiment quelque chose qui passe pas mal. Donc on est en réflexion permanente sur les interfaces, on a ouvert le petit découverte en même temps, mais j'aimerais bien réfléchir sur la façon d'intégrer les résultats d'outils de découverte à des interfaces qui seraient plus customisées visuelles, mais dans lesquelles on pourrait éventuellement envisager de mettre des budgets ou des choses qui résulteraient en fait de ces travaux. Donc c'est vrai que... Mais pour moi, c'est un outil générique qu'on pourra aussi bien intégrer à l'UL, qu'à l'UNIST. Les moteurs de recommandation, ils porteraient sur les logs des générés établissement par établissement ou sur une agrégation des logs EasyParse à une échelle nationale? Parce que c'est ça qui, là serait le réel intérêt, quoi. Idéalement, ce serait sur l'agrégation. Ouais. Maintenant, on peut imaginer avoir les deux. C'est-à-dire que pour nous, c'est des algos qui tournent, c'est les mêmes, peu importe les données qu'on prend à l'entrée. Plus on a de données, potentiellement plus c'est intéressant, mais aussi plus c'est complexe puisqu'on a beaucoup de données affichées. Donc la problématique cartographie, elle va être d'autant plus prononcée qu'on sera à l'échelle nationale. Mais ça peut fonctionner aussi bien en local que... Ce que tu viens de dire là, ça recoupe avec un autre projet, une courte soumission également, le projet Easy Mesure, qui a la vocation d'agréger effectivement au niveau national, dans le cadre de la VSN en l'occurrence, les statistiques qui remonteraient de tous les établissements, de les agréger en faire une vue consolidée, qu'on pourrait faire passer à la moulinette des travaux de recherche du LORGA et reverser à travers des systèmes à définir, des widgets, des plugins ou autre chose, dans les outils de découverte, dans les portails documentaires. Ça pourrait être à l'UL, au CNRS ou autre part. Après, il y a deux dimensions qu'il faudra étudier aussi, c'est la volumétrie des données, puisque effectivement, on a des algos, mais il faut tenir compte du temps de calcul, etc. Je pense que c'est faisable, on a des algos assez robustes, mais il faudra voir effectivement si au niveau national, ça pose des problèmes supplémentaires ou pas. Et puis, est-ce que l'évolution temporelle nous intéresse? Est-ce qu'on souhaite voir comment les communautés évoluent au cours du temps? Ou est-ce qu'on veut le voir à l'instant T? Dans les pourvoyeurs d'outils de découverte, sont devenus deux récemment, là, puisque l'idée ça a été racheté par Frankwell. Il y en avait qu'un qui proposait un outil comme ça, le moteur de recommandation, qui s'appelle DX, déjà pareil. C'est un outil commercial donc, qui est proposé, ou qui était, parce que je ne sais pas trop ce que c'est devenu, si ça a pris, si ça n'a pas pris, qui était effectivement greffé un outil de découverte chez les civilistes, c'était un moteur de recommandation DX. Les deux autres ne sont jamais partis dans cette voie-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est des choses aussi analysées par rapport. Au niveau international, moi je reviens de la conférence Recommender Systems qui était à Vienne et je sais que par exemple Elsevier commence à essayer de faire de la recommandation. Alors eux, ce qui les intéresse, c'est d'essayer de suggérer aux auteurs de dire vous devriez publier dans cette revue-là. Ah oui, d'accord. C'est un peu différent. Voilà. Chacun son objectif. Du haut niveau, plutôt là. Dans le même, un petit peu la même dimension, mais pas sur le moteur de suggestion. On a vu ce matin, par exemple, en Stories, Plumix, qui est fait par EBSCO, qui a aussi pour vocation d'intégrer des widgets, des services dans les portails documentaires pour mettre en avant les usages d'un article, le nombre de consultations par exemple de cet article sur le dernier mois, le nombre de consultations de l'abstract, des choses comme ça, dans une interface visuelle qu'on pourrait greffer aussi dans le portail documentaire. Donc ça, c'est toutes des petites choses qui peuvent s'agréger pour rajouter de la valeur ajoutée pour l'utilisateur. Maintenant, est-ce que ça doit être commercial, pas commercial, quelle est la pertinence de le faire, effectivement. Pour dire que, voilà, dans le milieu commercial, moi, j'étais surpris que les trois qu'on connaît tous proposent la même gamme d'outils. C'est différent, mais c'est la même gamme. Et dans les moteurs de recommandation, il y avait que SPV qui faisait partie de ce choix. Et les autres n'ont jamais proposé d'outils concurrents.
D'accord. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est pas des problématiques faciles. C'est pas des problématiques faciles et puis le business model aussi est pas évident pour une société. Enfin, je sais que on a beaucoup travaillé avec Célanra où eux aussi ils s'étaient posé la question à une époque des entraînes documentaires. Ça demande en général beaucoup de temps de configuration, de paramétrisation, etc. Enfin, c'est pas facilement générique et généralisable et du coup ça peut être coûteux pour une entreprise de s'attaquer à ce marché-là. Le ticket d'entrée est important. Et en termes de matières premières, il va y avoir pas mal de... En termes de mode, hein, je veux dire. Oui, c'est sûr. C'est dommage que Chloé ne soit pas là, parce qu'on aurait pu la remercier pour son travail. On transmettrait le stage pendant un mois sur le sujet. C'était une bonne expérience qui défrichage va déboucher sur un ANR prochainement. On espère. On va soumettre déjà, si ça passe ou pas. Ok, donc merci Sylvain pour cette bonne présentation. Donc, je vais reprendre ma présentation en cours. Je vais remettre le micro aussi, tout à fait, bien vu, pour que les gens puissent. Voilà, donc je vous ai redonné la parole. Vous avez des problèmes d'interférence tout à l'heure. Si vous avez des questions à propos de ce qui vient d'être présenté, c'est le moment. Bon, sinon, je vais juste terminer. La suite, le prochain sprint, son contenu, vous pourrez le voir dans le Trello public, si je clique dessus, eSparks, qui est accessible. Donc on a mis un certain nombre de cartes dans les choses qui sont planifiées pour le sprint suivant. Les deux gros thèmes, ça va être l'enrichissement. Au niveau eSparks, ça va être l'enrichissement des éléments de computation. Bien sûr, on va continuer sur la plateforme analogiste. Et puis, on va aussi continuer sur les études statistiques, en particulier les études pour les UMR, pour les croisements entre portail CNRS et portail STD, de façon à voir quelles sont les computations de ces UMR, parce qu'en fait, les chiffres, ils sont séparés. Et il n'y a pas d'agréger ces chiffres. Et donc là, on va pouvoir faire des études. On a mis en place, en fait, pour que, autant d'un point de vue, légal ou législatif, que technique, ça soit possible. Oui. Voilà. Et puis donc au niveau INIS, nous on est dans une phase de migration des applications en exploitation. On les passe de machines, elles sont encore sur des machines qui commencent à l'ennui, c'est que nous, on n'a pas vocation à faire ça. on continuera à travailler sur les consultations ISTEX. Et puis on a toujours cette perspective de visualisation en un clic. Où on réfléchit avec l'intégration de Dispart et de Didivise. En fait, plus on réfléchit et plus... c'est pas moi qui peux décider, parce que l'espace... La prochaine sprint review, on donne rendez-vous le 5 novembre. Moi, je veux bien donner mon numéro de téléphone, parce que je suis pas là... Eric, c'est toi. Non, pas de questions. Merci pour tout ce travail. J'ai bien aimé, moi, la dernière partie, et puis aussi le chiffrage là sur Elsevier, les détails, servirait de chiffres. D'accord. Merci d'avoir assisté à distance. Daniel Franco. Oui, pour mettre une personne, mais... C'est la personne qui est dans le bureau de Bruno. Daniel Franco, vous nous entendez? Vous avez peut-être des questions ou... Oui.
Il est dans le chat. J'ai coupé, Là, j'ai coupé le micro pourtant. Vous m'entendez là? Oui, on entend quelqu'un. C'est Bruno? Bruno, vas-y, oui, Bruno. Non. J'ai essayé de couper le micro justement parce que j'ai ma collègue qui est en train, qui est au téléphone et qui fait beaucoup de bruit. Ok. Donc, si tu n'as pas de questions, je vais couper le son. Non, oui. Donc, je vais couper ton micro. Voilà. Est-ce que tu peux passer dans le chat? En fait, Daniel, pourquoi il Et n'y a pas de le chat, Demande-lui s'il y a une question. Ah, j'ai une question. Ok. Le micro. Ok, pas de son, s'il n'y a pas de... Je vois la prochaine. 5 novembre. 5 novembre. 5 novembre, la prochaine. Ok. Donc, pas de questions. Eh ben, merci à tous. Rendez-vous 5 novembre. Et puis, on est disponible sur le site. Au revoir, merci, bonne journée. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. En partant d'un docu wiki, c'était pas très difficile de faire mieux. Ça a joué son rôle quand il Thomas, j'ai ton mail du 29 septembre, là, justement le draft de courrier par rapport aux UMR. Ouais,